quand on considère l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui, avec un contraste de densité qui est 100 milliards de fois plus grand que celui qu'on voyait 380 000 ans après le Big Bang, eh bien, il y a un gain en contraste de densité qui est extrêmement difficile à comprendre. Il faut savoir que les fluctuations quantiques, quand elles vont gonfler, elles vont simplement créer une petite hétérogénéité. La matière va s'effondrer dans des puits potentiels qui sont liés à la matière noire, en supposant que cette matière noire existe, ce qu'on n'a pas complètement démontré. Et la matière classique tombant dans la matière noire va chauffer. Chauffant, elle va gonfler. Une fois qu'elle va gonfler à un point où elle va libérer un peu sa température, elle va refroidir. Refroidissant, elle va pouvoir se réeffondrer, et ainsi de suite. Il va y avoir ce qu'on appelle les oscillations acoustiques. Ces oscillations acoustiques, c'est véritablement des sons, des oscillateurs harmoniques, et vous avez une sorte de musique cosmique qui s'installe dans l'univers. On dit qu'il n'y a pas de son dans l'espace, parce que l'espace est vide, mais 380 000 ans entre le Big Bang et 380 000 ans après, il y avait du son, et c'est ce son qui va propager les hétérogénéités qui sont nées au début. Et puis, au bout de 380 000 ans, les premiers atomes se forment, les électrons sont capturés par les noyaux, l'univers devient transparent, la lumière peut circuler, et on arrête la musique sur des notes précises qui sont ces irrégularités, ces surdensités-là. Donc ces surdensités-là ne sont pas des fluctuations quantiques, elles sont le fruit, après 380 000 ans de cristallisation sur des germes de sons qui se sont arrêtés relativement brutalement, avec des hétérogénéités à des échelles plus grandes, et qui vont ensuite gonfler. Les échelles sont beaux être plus grandes, elles ne sont pas suffisantes, ces contrastes de densité ne sont pas suffisants pour expliquer les galaxies si on ne prend pas en compte la matière noire. Et dans ce contexte-là, on a une compétition entre la matière noire qui accélère la croissance des structures dans l'univers, parce qu'elle participe à la gravité, et puis l'énergie noire qui, on ne sait pas ce que c'est exactement cette énergie noire, mais qui est le nom que l'on donne à l'origine de l'expansion accélérée de l'univers. Il faut savoir que l'univers, depuis le Big Bang, sous l'effet de la gravité, a eu une expansion qui ralentissait. Cette expansion a ralenti pendant à peu près 6 milliards d'années, et puis pendant les 6-7 milliards d'années, les 6 milliards d'années qui ont suivi, elle a accéléré. Cette accélération est due à l'énergie noire, et l'énergie noire va empêcher la formation de nouvelles galaxies et de nouvelles grandes structures dans l'univers. Donc la compétition entre les deux va être, va être à l'origine de la structuration de l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui. Seuls 4% du contenu énergétique de l'univers est fait d'atomes, et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est que sur ces atomes, seulement 10% ont donné naissance à des étoiles. Et donc on peut dire qu'il y a 90% de matière classique noire. On appelle la matière classique des baryons. Paradoxalement, ça vient du grec baryo qui veut dire lourd. Or, la matière lourde, c'est la matière noire, et la matière classique n'est pas lourde, mais c'est celle qu'on appelle lourde, baryo. Peu importe. Historiquement, on appelle cette matière les baryons. Et donc, un des grands mystères qui est lié aux galaxies, c'est pourquoi l'univers est-il si inefficace à faire des galaxies? Pourquoi y a-t-il si peu d'étoiles dans l'univers, alors qu'on a beaucoup de réservoirs pour faire de la matière, pour faire des galaxies, et qu'il y a ces puits de potentiel gravitationnel qui sont produits par la matière noire? Si maintenant on fait une analogie un peu rapide avec les galaxies, on s'aperçoit qu'il y a une distribution assez similaire de la matière que l'on voit ici, c'est 0,5% d'étoiles. La grande majorité de la quantité d'étoiles qui sont présentes dans l'univers qui nous entoure sont dans des sphéroïdes, c'est-à-dire des galaxies à la forme relativement ovoïde, qui sont de couleur relativement rouge, qui n'ont pratiquement pas de gaz interstellaire, et donc pas de réservoir pour former de nouvelles étoiles. On dit, pour simplifier, même entre nous, qu'elles sont mortes. Le sang des galaxies, c'est la matière interstellaire, et le sang des galaxies, c'est ce qui leur permet de vivre, c'est-à-dire de donner naissance à de nouvelles générations d'étoiles et de produire de nouvelles populations d'étoiles qui vont faire de la lumière. Les galaxies spirales font à peu près, comme notre galaxie la Voie lactée, 24% de la masse en étoiles des galaxies. Donc ce n'est pas la majorité, la plupart sont mortes. Deuxième question, comment se fait-il que dans un univers qui n'a fait que 10% d'étoiles parmi les baryons, et donc un univers avec 90% de baryons noirs, sur ces 0,5% d'étoiles,
74% sont mortes, c'est-à-dire sont des étoiles vieilles, qui ont typiquement 10 milliards d'années, qui sont dans des endroits où il n'y a plus de formation d'étoiles. Ça, c'est un autre mystère. Et aujourd'hui, les gens s'interrogent sur la question de savoir si les galaxies ont été, passez-moi l'expression, assassinées. Et, bien entendu, quand on cherche un coupable, on va toujours pointer sur celui qui est un peu différent des autres, qui a une coloration différente, donc ça va être le trou noir. Alors le trou noir, c'est le troisième acteur qui est très pratique. Alors il faut que je vous dise un secret. Quand un astrophysicien veut vous dire qu'il ne comprend pas quelque chose, il n'ose pas, c'est parce qu'il n'ose pas vous le dire, il n'ose pas vous dire qu'il ne comprend pas. Donc à la place, il vous dit « j'ai compris quelque chose », mais parce qu'il n'ose pas. En réalité, c'est par humilité qu'il dit ça, et il utilise le mot « noir ». Donc quand on vous dit trou noir, matière noire ou énergie noire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'a strictement rien compris. D'accord et ça, vous le gardez, c'est entre nous. C'est l'humilité des chercheurs qui fait qu'ils n'osent pas avouer à tout le monde qu'ils ne comprennent pas. Et donc, le restant, ici, ce sont 2% de galaxies irrégulières. Donc, on n'a pas trop idée de la façon avec laquelle elles ont acquis leur forme. Et alors, ce qui est étrange, c'est que dans toute cette population de galaxies, une encore toute petite fraction, plus petite, ce sont des galaxies qui sont irrégulières et qui sont des fusions de galaxies et dont on pense qu'elles ont dû jouer un rôle fondamental dans le passé, puisque dans le passé, l'univers était plus dense et donc il y avait plus de chances que des galaxies se croisent. Et quand on regarde l'univers proche, on s'aperçoit que lorsque deux galaxies se croisent, eh bien, il se produit un phénomène de flambée de formation d'étoiles, sous l'effet de la gravité accélérée par le choc de compression qui vient de la rencontre des deux galaxies, ce qu'on appelle, il y a des effets de marée qui vont accélérer l'effondrement de la matière dans des régions précises. Les étoiles, comme dans cette région rouge, ici c'est tout petit, vous ne voyez pas très bien, mais disons que vous avez deux points blancs, ce sont deux galaxies qui fusionnent, et la région rouge entre les deux, c'est une région où la matière est comprimée, et où les étoiles naissent à un rythme accéléré par rapport à ce qui se passe dans notre galaxie, la Voie lactée par exemple. Donc typiquement, une galaxie comme ça va faire 10 à 100 fois plus d'étoiles par année que la Voie lactée. Elles vont faire 20, 50, 100, 120, 200 soleils par an, alors que dans notre galaxie, il y a 3, 4, 5 soleils par an. Alors, on a longtemps pensé, avant Herschel en tout cas, que ces fusions de galaxies allaient être la composante dominante de l'histoire de la formation d'étoiles dans les galaxies. Et il était naturel de penser ça. Certains ont même écrit des articles le disant. Je dis certains parce qu'en fait, j'en fais partie. Et avec complètement tort. Et c'était pas du tout évident de le savoir à l'avance. Alors, sinon, je l'aurais su tout de suite. Mais, alors voilà, donc ici, revenons un peu à notre cuisine. La fourchette de Hubble, qui était un bon vivant, distribue les galaxies. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est parce que c'est un peu noir. Donc je vais vous parler de quelque chose qu'on comprend très bien. Alors, ici, vous avez des galaxies spirales avec une forme assez jolie, et ici, vous avez des galaxies moches. Donc, ce sont celles qui se ressemblent tous, qui sont comme des ballons de rugby. J'ai rien contre le sud-ouest, mais les galaxies-là sont mortes, et donc elles n'ont plus grand-chose à nous dire, les elliptiques et les bulbes, là. Et puis, les disques, donc on voit vraiment pas très bien, les disques, ici, sont des galaxies qui ont un petit bulbe, et puis un disque plat comme dans notre galaxie. Vous savez comment les étoiles naissent dans notre galaxie de Voie lactée. Vous avez un disque de gaz, et puis les étoiles tournent en ellipse. Elles ne tournent pas dans une spirale, elles tournent en ellipse, mais ces ellipses, combinées les unes avec les autres, créent des zones relativement surdenses, qui sont ces spirales-là. Si c'était des vraies spirales physiques, elles se seraient enroulées sur elles-mêmes un grand nombre de fois depuis le temps qu'elles existent. En réalité, c'est la combinaison de tous les mouvements des étoiles qui vont créer des zones relativement plus denses et dans lesquelles le gaz va s'effondrer, donner naissance à une nouvelle génération d'étoiles. Et quand la spirale va bouger un peu, les étoiles jeunes meurent, elles s'éteignent, la lumière diminue dans ces zones-là, et puis là où c'est plus dense, de la lumière va naître à nouveau.
Donc vous avez comme ça un mécanisme de propagation, de surdensité de matière qui donne naissance à des étoiles, et on va appeler ça, c'est la formation d'étoiles normale. D'accord? C'est-à-dire qui se produit de façon naturelle, et la raison pour laquelle la formation d'étoiles dans les galaxies comme la nôtre se produisent dans ces spirales vient du fait qu'il y a une compétition entre la gravité, qui veut que la matière s'effondre et donne naissance à des étoiles, et le fait que la matière tourne. Si vous prenez un ballon, que vous le placez, et que vous supposez que ce ballon de gaz est contenu dans un disque qui tourne, la partie qui est la plus proche du centre va tourner à une vitesse différente de la partie qui est la plus loin du centre. En réalité, du fait de ce qu'on appelle la rotation différentielle dans une galaxie, ça va même tourner un peu plus vite sur le bord. Et donc ça va créer un cisaillement qui va s'opposer à l'effondrement de la matière. S'il n'y avait pas ce cisaillement, toute la matière interstellaire de la Voie lactée aurait déjà donné naissance à des étoiles.